qu'il n'y a pas de véritable explication. C'est un crime gratuit, c'est un crime pour rien. Il n'y avait pas de mobile. C'est parce qu'elle est passée là. Il n'y a pas d'autre explication à ça. À l'énoncé du verdict, il reste impassible. Il réalise pas. Moi, je crois qu'il réalise pas ce qu'il y arrive. Hein. Il comprend pas tout, quoi, là. Nous sommes le 10 mai 2001, à Clérac, petit village du Lot-et-Garonne. Il est 11 h du matin. Dans cette maison, une femme de ménage passe l'aspirateur. Soudain, elle découvre un bout de papier chiffonné. Un mot qui est écrit d'une main assez malhabile et qui indique que c'est moi qui ai tué à Clérac le 31 juillet 1991. Sans le savoir, cette femme de ménage a entre les mains la solution d'un crime vieux de 10 ans. Le meurtre d'une jeune fille de 18 ans, Caroline Nolibé. C'était le 31 juillet 1991, au lieu-dit de Longueville, en bordure du village de Clérac. La soirée est avancée lorsque Claude Nolibé, un ouvrier de 52 ans, est soudainement réveillé par un bruit étrange. C'est un peu avant 23 h que Claude Nolibé, qui est allé se coucher, entend son chien qui râle parce que ce chien est malade depuis plusieurs jours et ça l'inquiète. Donc il va se lever, il ouvre les volets de sa fenêtre, il ne voit rien parce qu'il fait nuit. Et du coup, quand même très intrigué parce que les râles se prolongent, il enfile son pantalon et il descend voir. Claude Nolibé se rend dans la véranda et allume la lumière. Il découvre cette scène assez atroce pour un père de famille. Il aperçoit donc le corps d'une personne. C'est une jeune femme, c'est sa fille, Caroline Nolibé, 18 ans. La jeune fille est recroquevillée au pied du portail, inerte. Donc il se précipite, il la met sur le dos. Caroline est couverte de sang. Elle est gémissante, mais respire encore. Claude, il est paniqué, complètement paniqué, donc il ne sait pas. Il prend sa fille dans ses bras, il lui demande de parler, il lui demande ce qui s'est passé. Et il tourne en rond et la première idée, il faut appeler de secours. Le père de Caroline se rue à l'intérieur de la maison pour appeler le médecin de famille. Là, il cafouille parce qu'il a une espèce de cadenas sur le téléphone, précisément pour empêcher sa fille de passer trop d'appels. Il ne se souvient pas d'où il a mis l'endroit où il a mis la clé. Après quelques minutes de vaines tentatives, Claude Nolibé se précipite à l'extérieur pour demander du secours. Il préfère aller chez son voisin, un voisin immédiat de l'autre côté de la rue, pour alerter de ce qui vient de se produire et demander à sa voisine d'appeler le médecin, ce qu'elle va faire. Claude Nolibé retourne immédiatement au chevet de Caroline, accompagné de son voisin. Mais il est trop tard. Sa fille a cessé de respirer, donc elle est morte. Arrivé sur les lieux, le médecin constate le décès de Caroline. Une mort à première vue très violente. Il prévient immédiatement les gendarmes. Les gendarmes de Clérac sont avisés par téléphone de la découverte d'un corps à Clérac, donc au domicile de M. Nolibé. Ils arrivent sur la scène de crime quelques minutes plus tard. À l'intérieur donc de la petite courette, gît le corps de Caroline Nolibé dans une mare de sang. Les gendarmes découvrent le corps de Caroline allongé sur le dos. Elle a été retournée par son père. Aucun vêtement n'est déchiré, aucun. Il n'y a pas de trace de bagarre, il n'y a pas de trace de lutte, elle n'a pas été déshabillée. Un examen sommaire du corps révèle que Caroline a été frappée avec une arme blanche.
Les éléments montrent que Caroline Nolibé a été poignardée à plusieurs reprises, dont un dans la région du cœur. L'arme du crime est introuvable. À proximité du corps, les enquêteurs ne relèvent aucun indice suspect, pas la moindre empreinte qui permettrait d'identifier l'agresseur. Après s'être occupés du corps de la victime, ils vont maintenant pénétrer à l'intérieur de la maison. Et là, ils découvrent sur la porte de la cuisine un trousseau de clés qui est situé sur la serrure extérieure. C'est un porte-clés qui comporte un petit cœur en forme de coussin sur lequel il y a imprimé « Je t'aime » et qui était le porte-clés de Caroline. Pour les enquêteurs, la jeune fille était donc sur le point de rentrer chez elle quand elle a été agressée, puis tuée quelques mètres plus loin, au pied du portail d'entrée. Juste à côté de la porte de la cuisine, les gendarmes relèvent de nombreuses traces de sang. Ils découvrent sur le volet extérieur, le volet de la porte de la cuisine, une tache de sang à hauteur d'homme que l'on ne peut voir que lorsque les volets sont fermés. S'agit-il du sang de la victime ou du meurtrier? Impossible de le savoir pour le moment. Toujours est-il qu'à l'intérieur de la maison, il y a du sang un peu partout. Dans la salle de séjour, sur le téléphone et le carnet d'adresse. Mais ce n'est pas tout. Il y a des traces de pas de Claude Nolibé qui était pieds nus et qui est allé dans la maison pour essayer de téléphoner et qui a donc laissé une empreinte de pas sur le sol de sa maison. Claude Nolibé est sous le choc. Il est couvert de sang. Il a les mains ensanglantées, et il a la joue ensanglantée parce qu'il s'est penché sur le torse de Caroline pour écouter ses battements de cœur. Dans la panique, le père de la victime a laissé des traces de sang un peu partout dans la maison. À l'intérieur, il n'y a pas la moindre trace de lutte, ce qui semble confirmer que Caroline a bien été tuée dans la cour. Pour quelle raison et par qui? Claude Nolibé est immédiatement entendu à la brigade de gendarmerie de Clairac. Les gendarmes procèdent aux auditions des témoins. On va du plus près au plus loin, évidemment. Le plus près étant dans cette enquête, monsieur Nolibé, qui a découvert le corps de sa fille. Donc il va être entendu tout d'abord sur son, entre guillemets, son curriculum vitae. On va essayer de savoir un petit peu comment il vit, qui il est, ce qu'il fabrique, etc. Donc Claude Nolibé va répondre évidemment aux questions des gendarmes. Il se trouve qu'il vit seul depuis 18 mois avec sa fille. Il est séparé de sa femme qui est partie avec un autre homme. Elle a donc choisi son père, c'est quand même pas une démarche neutre, et il était très fier de ce choix. C'était donc un père très aimant, avec une fille très aimante vers son père. Il ne ressort pas de difficulté à ce stade de l'enquête, en tout cas entre eux. L'audition se poursuit. Claude Nolibé est entendu sur son emploi du temps. Il va expliquer en détail, heure par heure, ce qu'il a fait dans la journée. Il a travaillé une grande partie de la journée. Il est rentré chez lui à l'heure du déjeuner. Il a d'ailleurs croisé sa fille Caroline à cette occasion. Lui ensuite est retourné travailler. Il a terminé sa soirée par une partie de pêche. Il a terminé, je crois, vers 21h. Il rentre à ce moment-là. La maison est vide. Selon Claude Nolibé, rien d'anormal. Caroline dînait fréquemment chez sa mère ou chez des amis sans l'en informer. Il dîne donc seul. Il est parti se coucher à 21h55. Il est très précis sur le 21h55 parce qu'il a regardé son réveil. On lui demande simplement comment il a découvert le corps de sa fille, comment il a prévenu les secours, quels ont été ses premiers gestes, quels ont été ses premiers réflexes. Donc là, il donne des explications assez concises. Les gendarmes interrogent Claude Nolibé sur les clés de Caroline. Ces clés, retrouvées dans la serrure de la porte d'entrée,
et l'homme livre une version surprenante. Lui dit aux enquêteurs que Caroline avait laissé ses clés. C'est avec ces clés-là, celles de Caroline, qu'il a ouvert la porte. Il prétend, il affirme, avoir mis lui-même le trousseau de clés dans la serrure. L'homme explique même les avoir laissés en évidence à l'extérieur pour que Caroline rentre sans difficulté durant la nuit. Claude Nolibé est entendu jusqu'à 4h30 du matin. Rien dans ses déclarations ne permet d'orienter les enquêteurs sur la piste du meurtrier. Comme il est d'usage, les enquêteurs s'intéressent alors à la vie de la victime. Caroline a quitté l'école à 16 ans. Elle est ouvrière dans une entreprise de la région. Elle n'a pas de petite amie et a la réputation d'être une jeune fille épanouie. Collègues et amis sont unanimes, Caroline était une fille sans histoire. Caroline Nolibé, au départ, est décrite comme une fille gentille. Caroline Nolibé est une jeune fille qui vit avec son temps, une jeune fille qui a parfois des robes courtes, des jupes courtes, qui se maquille, qui met des bottines, qui se fait les ongles. Comme quelqu'un de normal, avec des relations, pas de trucs qui puissent supposer qu'elle a fait qu'elle s'est mise dans un pétrin et qu'elle l'a cherché, quoi, hein, ou qu'elle avait des mauvaises fréquentations, que ça a peut-être pu mal tourner, rien de ça. Dans toute l'enquête qui est faite, on ne connaît pas quelqu'un qui a quelque chose contre Caroline Nolibé. Ce qui rend l'enquête encore plus difficile, parce qu'on se dit, mais pourquoi ? Pas d'ennemis connus, les gendarmes vont reconstituer l'emploi du temps de la victime le jour du drame. On remonte assez facilement tous les moments passés par Caroline la veille de son agression et durant sa soirée. On sait que ce matin-là, elle a commencé très tôt, 5h du matin. Elle travaillait depuis 2 mois dans une entreprise de la région. Et elle terminait en fin de matinée, je crois, à midi. Les témoignages confirment que Caroline a ensuite bien déjeuné avec son père. Elle passe l'après-midi chez elle. Elle ne travaille pas l'après-midi. Jusqu'à 19h, elle ne bougera pas de son domicile. Aux environs de 20h, elle se rend dîner chez son ami Albert, chez qui elle allait souvent. Elle quitte ensuite la maison de son ami d'enfance pour se rendre chez sa mère, à quelques mètres de là. Elle a passé un certain moment à équeuter des haricots avec sa mère et l'ami de sa mère. Dans cette enquête sur son emploi du temps, rien ne cloche. À 22h30, la mère de la jeune fille lui propose de la raccompagner. Caroline refuse. Elle refuse de façon quelque part très normale pour une jeune fille de cet âge. Elle n'est pas loin, elle ne veut pas déranger, ça lui fait du bien de marcher, elle a l'habitude. Et donc elle repart à pied. Quelques minutes plus tard, Caroline est découverte agonisante dans la cour de sa maison. Que s'est-il passé? Pourquoi la jeune fille a-t-elle été attaquée? Les gendarmes n'en ont pas la moindre idée. Seule certitude, la mère de Caroline est la dernière à l'avoir vue vivante. Une fille sans histoire, pas de zone d'ombre dans son emploi du temps. Pour les enquêteurs, une seule possibilité. La jeune fille a forcément fait une mauvaise rencontre. Quelqu'un a-t-il vu ou entendu quelque chose? Les gendarmes interrogent alors tous les voisins de la famille Nolibé qui habitent dans une zone résidentielle. Les gendarmes vont faire ce qu'on appelle une enquête de voisinage, histoire de retrouver d'éventuels témoins qui auraient pu voir Caroline passer ou qui auraient pu voir Caroline importunée par un individu. Ils vont voir tout le monde, je crois, tout le monde sur la route entre la maison de la mère, qui est de l'autre côté du Lot, et celle du père. Tout le monde a été vu, ça c'est certain. Rien n'est anodin, on rentre tous les témoignages. Cette enquête de voisinage
s'est révélée infructueuse. Jusqu'au jour où l'un de ses voisins pousse la porte de la gendarmerie. Un témoin se présente spontanément à la gendarmerie pour signaler que dans le créneau horaire qui nous intéresse, c'est-à-dire 22h30, 23h, alors qu'il promenait son chien, il a vu un individu tout seul qui circulait à bord d'un véhicule Fiat Panda, immatriculé 33. La description est imprécise. Impossible d'établir un portrait robot du conducteur. Les enquêteurs se rabattent donc sur le modèle de la voiture et passent leur fichier au crible. Ils cherchent une Panda immatriculée en Gironde, à 120 km de là. On a essayé d'identifier toutes les Fiat Panda qui auraient pu passer là. Ça n'a rien donné. Les gendarmes sont dans l'impasse. Reste une maison dans laquelle les enquêteurs ne se sont pas encore rendus. L'une des maisons les plus proches du lieu du crime est un CAT, un centre d'aide par le travail, où sont pensionnaires des adultes handicapés. Ce foyer pour handicapés mentaux est situé à seulement 200 mètres de la scène du meurtre. L'un de ces pensionnaires aurait-il agressé Caroline? Les enquêteurs se rendent sur place. Les gendarmes vont aller au CAT le 1er août au matin, mais le CAT, le personnel est parti en vacances et le CAT est fermé. Les enquêteurs trouvent porte close. Ils contactent alors le directeur de l'établissement par téléphone. Celui-ci est formel. Tous les résidents sont partis en vacances la veille du drame en fin d'après-midi. Le centre était donc vide à l'heure du crime. La piste est écartée. Après plusieurs jours de recherche, les gendarmes se rendent à l'évidence. À Clérac, personne n'a rien vu, rien entendu. Les enquêteurs retournent sur les lieux du drame. Peut-être ont-ils négligé une piste. Ils vont fouiller les abords, c'est-à-dire la cour, les caniveaux, les poubelles du coin. Ils le font sonder le puits, il y a un puits, on fait sonder le puits. Et puis il y a le Lot qui est pas très loin, et du coup ils vont faire venir une équipe de plongeurs de la gendarmerie afin de retrouver cette arme du crime. Les gendarmes sont un peu perdus parce qu'on ne trouve pas d'armes, on ne trouve pas d'armes blanches, et il est vraisemblable que la mort a été donnée par un coup de couteau, mais ce couteau n'est pas là. Les recherches dans le jardin et aux alentours du domicile de Claude Nolibé ne donnent rien. Les enquêteurs décident alors de fouiller la maison de la victime de fond en comble, et ils ne vont pas tarder à faire d'intéressantes découvertes. Les gendarmes vont s'attarder longuement dans la chambre de Claude Nolibé, dans laquelle ils vont trouver 3 couteaux. 2 opinels, un numéro 7, un numéro 8, et également un couteau suisse. Évidemment, ces armes vont être saisies et envoyées au laboratoire afin d'expertise, histoire de savoir s'il y a des traces de sang sur ces 3 couteaux. En plus de ces 3 couteaux, les gendarmes saisissent tous les vêtements que Claude Nolibé portait le soir du crime. Pourquoi l'homme cachait-il 3 couteaux dans sa chambre? Étrange. A-t-il quelque chose à se reprocher? Les enquêteurs ont tendance à le croire. D'autant qu'une semaine seulement après le crime, à Clérac, les rumeurs vont bon train. Dans la petite commune de Clérac, les langues se sont déliées. Claude Nolibé, homme quinquagénaire multipliant les aventures. Sa fille, Caroline Nolibé, également fille volage, qui elle aussi sortait beaucoup. On dit que c'est une jeune fille facile. Alors là, on n'avait pas relevé ça, nous, de nos premières investigations, mais il a fallu en tenir compte. Rien ne permet d'étayer ces accusations de fille volage. Par contre,
les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir la relation fusionnelle de Caroline et son père. Caroline Nolibé était devenue la véritable maîtresse de maison, entre guillemets. C'était elle qui avait remplacé la maman à la maison. Claude Nolibé se reposait entièrement sur sa fille. Ce couple fille-père n'est pas passé inaperçu. Et certains témoins disent que ils sont peut-être un petit peu plus que fille-père. Et là, on commence à parler peut-être d'une relation incestueuse entre le père et la fille, d'une jalousie. Aux yeux des gendarmes, Claude Nolibé apparaît comme un personnage de plus en plus trouble. Un homme qui cacherait bien son jeu et qui n'aurait pas dit toute la vérité. Caroline a-t-elle cherché à s'éloigner de son père? Les enquêteurs vont trouver la réponse dans la correspondance saisie dans la chambre de la jeune fille. Caroline a reçu un courrier quelques temps plus tôt d'une de ses amies qui lui proposait du boulot dans l'Aveyron. Et donc là, pour les gendarmes, ça devient presque un mobile. Enfin, ça devient un mobile. Claude Nolibé aurait mal vécu le départ de sa fille. Ça, c'est certain, parce que pour lui, il perdait une deuxième fois son épouse. Claude Nolibé aurait-il tué sa propre fille pour qu'elle ne le quitte pas? L'idée commence à germer dans la tête des enquêteurs et du procureur de la République. Et l'autopsie de Caroline va conforter cette intuition. Selon le rapport du médecin légiste, la jeune fille n'a pas subi de violence sexuelle. Elle est morte d'une hémorragie importante due à un coup de couteau porté en plein cœur. Mais surtout, l'autopsie donne une indication précieuse sur le déroulement du crime. Cette autopsie nous montre également qu'elle n'a vraiment eu aucun geste de défense. C'est-à-dire une absence totale de lésions de défense au niveau des coudes, au niveau des mains. Elle était tout à fait capable de crier, sauf si le meurtrier l'a empêché de le faire. Elle a laissé son agresseur l'approcher suffisamment près. Ça colle parfaitement bien avec l'hypothèse selon laquelle elle connaissait bien son agresseur. Caroline ne se serait donc pas méfiée de celui qui l'a tuée. Pour les gendarmes, Claude Nolibé devient le principal suspect et ils ne vont pas tarder à découvrir que l'homme leur a menti sur un détail. Une semaine après le meurtre, la mère de Caroline est de nouveau entendue dans les locaux de la gendarmerie et elle livre un détail très troublant au sujet des clés. La maman de Caroline, qui a vu sa fille environ un quart d'heure avant qu'elle ne soit tuée, la maman dit « mais elle avait ses clés avec elle ». Et d'ailleurs, mon ami lui a fait une réflexion à propos du petit cœur, etc. L'audition de M. Nolibé va à l'encontre de cette constatation, dirais-je. Depuis le début de l'enquête, l'homme soutient que Caroline a oublié ses clés et que c'est lui qui les a mises sur la porte le soir du drame. On ne comprend pas pourquoi M. Nolibé dit que ce trousseau était là. Et donc, les gendarmes sont persuadés que Claude Nolibé leur ment quand il dit que c'est lui qui a utilisé les clés de Caroline. Et à partir de là, j'ai presque envie de vous dire que la messe est dite pour les gendarmes, parce que si elle est en possession de ce trousseau de clés, forcément Claude Nolibé ment. Et ce n'est pas la seule incohérence du témoignage du père de Caroline. Un voisin, qui promenait son chien le soir du crime, remet en cause les déclarations de Claude Nolibé. C'est ce témoin qui affirme avoir vu de la lumière dans la chambre de Claude Nolibé à 22h30. Or, lui, depuis le début, dit qu'il a éteint les feux à 21h55. Donc, c'est un mensonge supplémentaire. Ça veut dire qu'à 22h30, il était réveillé. Or, on sait que le crime a lieu à 23h. Pourquoi tous ces mensonges ? En raison de ces contradictions, les gendarmes décident d'interpeller le père de Caroline. Le 12 août 1991, les enquêteurs arrêtent Claude Nolibé. Quand il lui signifie sa garde à vue, l'homme n'oppose aucune résistance.
Il est abasourdi, mais il clame pas son innocence. C'est menotté et étroitement surveillé qu'il quitte sa maison. Il est conduit à la gendarmerie. Les enquêteurs veulent le confronter à toutes ses contradictions. Contre toute attente, Claude Nolibé campe sur ses positions. On note beaucoup d'incohérences. Pour les clés, il ne démord pas ces clés, c'est lui qui les a mises dans la serrure, alors qu'on lui montre les auditions des autres personnes, de plusieurs autres personnes, qui montrent que les clés étaient en possession de sa fille. Eh bien, il n'en démord pas, il reste sur sa version initiale qui dit « c'est moi qui ai mis les clés pour lui permettre de rentrer plus facilement ». Les heures passent et Claude Nolibé ne lâche rien. Il est formel sur l'heure de son coucher. Les gendarmes sont stupéfaits. Pourquoi l'homme nie-t-il l'évidence? Et il n'a pas de réponse, oui. Il est là, il subit. Il a une attitude assez particulière, c'est-à-dire qu'il ne s'effondre pas, et il n'est pas dans le gémissement, il n'est pas dans la révolte, il subit sa garde à vue, un peu comme une fatalité. Et en revanche, il ne bouge pas d'un millimètre dans ses déclarations. Les gendarmes décident alors de confronter Claude Nolibé avec les témoins. Après son ex-femme, c'est au tour de Valérie, une amie de Caroline. La jeune fille affirme être passée devant la maison le soir du drame. Et elle est formelle. Elle a bien vu un trousseau de clés sur la porte. C'était un trousseau de clés jaunes, celui de Claude Nolibé. Après cette dernière confrontation, Claude Nolibé vacille et change subitement de version. Il va dire aux gendarmes, bon bah écoutez, moi j'étais convaincu jusqu'à présent que j'avais raison, et puis maintenant j'ai un peu l'impression que je me suis trompé. Peut-être que c'était les miennes, peut-être qu'il n'y avait plus de clés, peut-être que j'en sais plus rien, quoi. Alors là, si vous voulez, on n'en est plus à une contradiction près chez M. Nolibé, et on ne comprend pas ce revirement qui vient en fin de garde à vue, quoi. On ne comprend pas. Claude Nolibé est incapable de fournir des explications claires et précises. L'homme se montre de plus en plus ambigu dans ses réponses, surtout quand on l'interroge sur la nature exacte de ses relations avec sa fille. Avez-vous eu des relations sexuelles avec votre fille? Non, jamais. Caroline avait suffisamment de copains pour ne pas avoir à coucher avec moi. Aviez-vous des attirances réciproques? Je n'ai jamais ressenti d'attirance envers ma fille. Pour sa part, je n'en sais rien, si ce n'est qu'elle était gentille avec moi. Les gendarmes tentent alors de le faire craquer. En vain, l'homme ne passe pas aux aveux. Il encaisse, un peu comme un mauvais boxeur qui prend des coups et qui est sonné mais qui ne tombe pas. Alors, il ne tombe pas mais il ne saigne pas non plus. Enfin, il est assez atypique finalement, Claude Nolibé. Son attitude passive durant tout l'interrogatoire ne fait que renforcer la conviction des enquêteurs. Claude Nolibé a tué sa fille. À l'issue de 48 heures de garde à vue, il est mis en examen pour le meurtre de Caroline. Et je crois qu'il est sous le choc, là. Je ne sais pas s'il a conscience que ce sont ces incohérences qui l'ont mené là. Je crois qu'il n'en a pas conscience. Claude Nolibé est immédiatement conduit à la maison d'arrêt d'Agen. Sans aveu et sans témoin, la juge d'instruction sait que le dossier est très fragile. Elle demande donc une nouvelle perquisition dans la maison de Claude Nolibé à la recherche d'une preuve matérielle. Les enquêteurs passent la maison au peigne fin. On découvre à l'intérieur de la maison des taches de sang dans l'évier. Rien ne prédisposait à ce que cette tache de sang se trouve dans cet évier qui était à l'arrière de la cuisine, dans l'arrière-cuisine. Voilà. Et également, on trouve des vêtements à Caroline Nolibé dans sa garde-robe qui sont tachés. On ne sait pas ce que sont ces taches. Donc que fait-on? On les saisit et on les donne à l'expertise. Quelques jours plus tard, les premiers rapports arrivent sur le bureau des enquêteurs. Les résultats d'analyse des différents laboratoires n'apportent rigoureusement rien.
Les couteaux saisis dans la chambre de Claude Nolibé ne portent aucune trace de sang. Idem pour les vêtements tachés de Caroline. Quant à la trace de sang dans l'évier de la buanderie, il est d'origine animale. Pour l'heure, aucun élément matériel ne vient étayer la culpabilité de Claude Nolibé. Mais un nouveau rapport ne va pas tarder à relancer l'affaire. C'est le rapport de l'expert judiciaire en traces de sang. Il contredit tout à fait les déclarations de M. Nolibé. Les affirmations de M. Nolibé sur la position du corps, sur la manipulation, ne sont pas celles que l'expert met en valeur. Plusieurs points accablent Claude Nolibé. L'expert est catégorique, le sang retrouvé sur son pantalon est bien celui de Caroline. Mais... il affirme que les taches de sang retrouvées sur le jean de Claude Nolibé sont des taches qui viennent de projection de sang et non pas de frottement. Projection, ça veut dire qu'il faut être là au moment du crime, quand l'artère est transpercée, il y a un jet de sang. Donc, ce serait à ce moment-là. Ce qui ne correspond pas du tout à ce que raconte Claude Nolibé. Le rapport de l'expert permet de mettre en lumière une autre incohérence. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'il était torse nu, il a du sang partout sauf sur le torse. Pour les enquêteurs, au moment du meurtre, Claude Nolibé portait une chemise dont il s'est vite débarrassé avant l'arrivée des gendarmes. Et ce n'est pas tout. Il y a la fameuse tache de sang sur le volet de la cuisine. Cette tache, Claude Nolibé a toujours expliqué que c'est lui qui l'avait faite. En revenant vers la maison, ses mains sont ensanglantées. C'est lui qui a touché le volet et qui a marqué le volet. Chose qui, pour nous semble totalement impossible. Les experts montrent qu'il n'y a pas de trace de main, il n'y a pas d'empreinte, ni rien du tout. C'est une trace qui a suinté d'un tissu. Selon l'expert, c'est Caroline blessée qui a fait cette marque en s'affalant contre le volet. Et M. Nolibé n'arrive pas à nous enlever de la tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les allées et venues, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est incohérent. Pour y voir plus clair, la juge d'instruction organise une reconstitution. Mise en situation sur les lieux du drame, la magistrate espère bien que Claude Nolibé va passer aux aveux. Je crois qu'il s'agit de le faire craquer. J'étais présent à cette reconstitution qui a été très très longue, qui s'est prolongée très tard dans la nuit. J'ai l'image d'un homme qui arrive entre deux gendarmes, les mains ficelées ou attachées avec les menottes très très serrées derrière, baissant la tête et que l'on pousse un peu comme quelqu'un qu'on emmène un peu à l'échafaud. Allez-y. Il est très mal à l'aise, mais malgré tout, il ne va pas crier son innocence. Claude Nolibé s'est soumis à tout ce qu'on lui a demandé. Il a été d'une complaisance totale vis-à-vis de ce que lui demandait de faire le juge d'instruction, le procureur, les enquêteurs. M. Nolibé se prête à tous les gestes, sauf quand la magistrate lui demande de voir quel geste il a fait avec le corps de sa fille. À ce moment-là, la juge d'instruction demande au père de Caroline de se saisir d'une enquêtrice badigeonnée de faux sang. L'homme craque. Pour la première fois, il notait une attitude même à la limite agressive devant ce qu'on lui demande de faire. Et c'est là qu'il a explosé et qu'il a dit « Mais je ne suis pas coupable. Il faut vous le dire comment. Je ne suis pas coupable. » Là, tout le monde a été pétrifié, je dois dire. On entendait une mouche voler. La reconstitution s'achève à 2 h du matin. Dès le lendemain, l'avocat de Claude Nolibé dépose une demande de remise en liberté. Il y a des incohérences, il y a des contradictions qui ne sont pas levées, encore toutes, mais il n'y a pas d'éléments probants, il n'y a pas de preuves formelles comme quoi Claude Nolibé est coupable. Faute d'aveu, d'éléments matériels et de témoignages directs, la juge d'instruction décide de remettre Claude Nolibé en liberté le 27 septembre 1991.
Après 45 jours de détention provisoire, il quitte la maison d'arrêt d'Agen. Mais il reste mis en examen pour l'assassinat de sa fille. Il n'est pas disculpé. Et ça, c'est tout le calvaire qui commence. Claude Nolibé retourne à Clairac. Aux yeux de tous, il est un meurtrier. Il a la suspicion qui est tombée sur lui. Il se sent épié de partout. On le désigne sans le désigner. Les regards sont là. Il me disait, quand je vais au cimetière porter des fleurs sur la tombe de ma fille, je vois bien qu'on me regarde, mais on me regarde de côté. On ne m'adresse pas la parole. Il y en avait qui disaient, regardez, il montre qu'il a de la peine alors que c'est lui qui l'a tué. Il va apprendre à ses dépens, dans les jours, dans les mois, dans les années qui suivent, qu'il est devenu un paria. À la section de recherche d'Agen, le meurtre de Caroline a laissé un goût amer. Les gendarmes sont persuadés d'être passés à côté d'un élément crucial. En octobre 1994, le colonel Sasso est muté. L'enquête est reprise par le chef Duchamp, qui a bien conscience que l'affaire est délicate. Cette fille-là est poignardée. Quand on fait le point, quand on fait réellement son environnement, ce qu'avaient fait les enquêteurs précédents, il n'y a aucun élément qui permet de dire ça peut être X ou Y pour telle ou telle raison. Voilà. Il n'y a vraiment aucune hypothèse de travail qui sort par rapport à une autre parce qu'on ne trouve aucun mobile possible. Pas de mobile, pas de nouveaux témoignages. Les enquêteurs doivent repartir de zéro. On reprend la procédure, on lit toutes les auditions, on revoit les constatations et puis on essaie de trouver des pistes qui n'ont pas, ou des hypothèses qui n'ont pas été fermées, ou des choses qui n'ont pas été vues. Parmi les pistes vite abandonnées, il y en a une qui retient l'attention du gendarme. C'est le foyer de travailleurs handicapés mentaux à côté de chez Caroline. Ce foyer est situé sur le trajet de la victime quand elle rentrait chez elle. Et si nous avons pris cette piste-là, c'est tout simplement parce qu'on a dû estimer que les enquêteurs, à l'origine, c'est-à-dire en 91, n'avaient pas creusé suffisamment. Initialement, le directeur de l'époque avait indiqué aux enquêteurs que son centre était vide de tout occupant le soir des faits parce que c'était les vacances. Mais une information intéressante parvient aux oreilles des enquêteurs. Des pensionnaires auraient passé la nuit du meurtre au foyer. Les gendarmes contactent de nouveau le directeur pour en avoir le cœur net. On a, ni plus ni moins, demandé la liste des personnes présentes, des jeunes présents au foyer, le soir du meurtre. Cette liste nous a été communiquée plusieurs mois plus tard. Et là, surprise. Plusieurs pensionnaires ont bien dormi au centre cette nuit-là. Cette liste comportait 5 noms. L'un d'entre eux serait-il le meurtrier de Caroline? Les gendarmes vérifient les antécédents des 5 nouveaux suspects. Nous avons interrogé notre fichier central pour savoir si ces personnes étaient déjà connues sur le plan judiciaire. Et la réponse a été négative. Rien dans la vie et dans le parcours de ces 5 hommes ne retient l'attention des gendarmes. La piste du foyer pour handicapés est écartée. Le mystère du meurtre de Caroline reste entier. Il est arrivé un moment où, oui, effectivement, on avait fait le tour. On avait fait le tour et on a dit, nous aussi, là, on ne trouvera pas. Honnêtement, là, moi, j'ai plus d'espoir. Le 6 août 1997, après 6 ans d'enquête infructueuse, Claude Nolibé bénéficie d'un non-lieu. Mais à Clairac, ce n'est pas du goût de tout le monde. Et ça ne change rien du tout. Pour Claude, ça ne change rien du tout. C'est toujours le paria, c'est toujours l'assassin, c'est toujours le gars qui a tué sa fille. Pas de réponse et le poids toujours plus lourd de la suspicion. Le père de Caroline s'enfonce dans la dépression.
Sa vie privée était massacrée parce qu'il avait cherché à reconstituer un couple, mais ça a été un échec, puis un autre échec, puis encore un autre échec. Il a changé plusieurs fois de domicile. Il a tenté de reprendre son travail, mais très très vite, il n'en a pas été capable, il n'en avait plus la force. Il a été déclaré invalide. Il s'occupe comme il peut, il tue le temps. Et surtout, il est bourré d'antidépresseurs. Et il ne vit pas, il survit. Les mois puis les années passent. L'enquête est au point mort. Pourtant, un incroyable coup du sort va permettre de relancer le dossier. Le 10 mai 2001, une femme de ménage de l'Institut de Castille à Clérac est en train de passer l'aspirateur dans la chambre d'un pensionnaire. Et son aspirateur est bloqué par une boulette de papier. Et sur cette boulette de papier qu'elle prend dans sa main et qu'elle déplie, elle découvre un mot. Qui est écrit d'une main assez malhabile et qui indique que c'est moi qui ai tué la fille Nolibé à Clérac. C'est un véritable coup de tonnerre. L'auteur du mot précise la date des faits, la nuit du 31 juillet au 1er août 91. Il mentionne aussi le lieu du meurtre, Longueville, le hameau où vivait Caroline, à côté de Clérac. La femme de ménage réalise que ce mot est à prendre très au sérieux. Cet aveu, rédigé sur un bout de papier, a été trouvé dans la chambre d'un certain Philippe Gendouze, 36 ans. Immédiatement, elle se précipite dans le bureau du directeur pour lui transmettre ce document qu'elle a trouvé par inadvertance. On alerte la gendarmerie. Les enquêteurs apprennent que 10 ans après les faits, un pensionnaire du foyer s'accuse du meurtre. Alors là, je crois que tout s'est écroulé sous moi. Je n'arrivais pas à comprendre comment on ait pu en arriver là. Mais il y a un problème. Philippe Gendouze est déficient mental. Ses aveux écrits, sont-ils crédibles? Les gendarmes cherchent à en savoir plus sur sa personnalité. À l'Institut, personne ne croit à sa culpabilité. Dominique Cridlose était infirmière au centre. Elle connaissait Philippe Gendouze depuis plus de 10 ans. Alors là, je suis tombée des nues parce que, bon, Philippe, il avait une attitude presque normale. Philippe Gendouze, c'est un enfant dans le corps d'un homme de 40 ans. Et donc, quand vous le voyez, c'est vrai que c'est quelqu'un qui paraît plutôt, il faut le dire, qui paraît plutôt inoffensif. Philippe Gendouze est chargé de ranger les articles de papeterie du centre Castille. D'après les éducateurs, il est bien intégré, poli et respectueux. Il avait une petite copine avec qui ça allait très très bien. C'était un gamin, moi ma fille joue au tennis de table avec lui. Il n'y a jamais eu une histoire, il n'y a jamais eu un geste déplacé. J'ai du mal à l'imaginer faire ça. L'homme semble au-dessus de tout soupçon. Pourtant, en fouillant son passé, les gendarmes vont faire une découverte capitale. Philippe Gendouze n'a pas de casier, mais il a des antécédents judiciaires. Le passé de Gendouze, là, il nous donne une explication de ce qui a pu se faire. Il a déjà, en Lot-et-Garonne et à proximité de Clérac, agressé une jeune fille avec un couteau. Les gendarmes découvrent le dossier. C'était le 12 novembre 1985. Ce jour-là, Philippe Gendouze avait suivi une jeune fille dans la rue. Sans raison, il l'avait ensuite poignardée avant de s'enfuir en la laissant très grièvement blessée. On a un mode opératoire entre les deux agressions qui est quasiment identique. Philippe Gendouze a été immédiatement arrêté, mais en raison de son handicap, l'homme a été déclaré pénalement irresponsable et n'a pas été jugé.
Il a été hospitalisé d'office parce qu'il a été donc détourné vers la psychiatrie. Et après, quand son état n'a plus été considéré comme dangereux, il est ressorti, revenu dans le milieu où il se trouvait. À Clairac, l'enquête redémarre. Ce Philippe Gendouze fait un suspect idéal. Mais rapidement, les gendarmes déchantent. Il n'était pas au foyer la nuit du drame. Le nom de Philippe Gendouze ne figure pas sur la liste des individus pensionnaires présents le soir du 31 juillet. Les enquêteurs ne renoncent pas. La liste fournie en 1995 n'est peut-être pas complète. Ils vont faire de nouvelles recherches dans les archives du centre. Et donc ils vont demander une deuxième liste, avec insistance. Cette liste va finir par sortir, et là, aux surprises, Philippe Gendouze apparaît dans la liste, en plus des 5 qui avaient déjà été cités. Dans la liste communiquée par l'ancien directeur, le nom de Philippe Gendouze n'apparaissait pas. Négligence, oubli volontaire, les gendarmes n'en savent rien. Mais désormais, Philippe Gendouze n'a plus d'alibi. Il devient suspect numéro 1 dans la mort de Caroline Nolibé. Il est temps pour eux de l'interpeller. Nous sommes le 30 mai 2001. Ils investissent les lieux, ils arrivent dans la petite chambre de Philippe Gendouze, ils l'interpellent, ils l'arrêtent, ils le menottent, et ils commencent à lui expliquer les raisons de leur présence. Ils lui expliquent qu'il est en garde à vue. Les enquêteurs, très rapidement, vont effectuer une perquisition dans la chambre de Philippe Gendouze. Et là, ils vont trouver un opinel, un couteau opinel. Peu de chance que ce soit l'arme du crime si longtemps plus tard. Mais ils vont trouver une enveloppe sur laquelle il est écrit « Les personnes que j'ai à tuer ». Et il figure 3 noms, 2 éducatrices et une stagiaire. Philippe Gendouze est emmené dans les locaux de la gendarmerie. L'homme est détendu, souriant, et ne tarde pas à reconnaître qu'il est bien l'auteur du mot. C'est bien moi qui l'ai écrit. J'ai marqué la vérité sur ce papier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin d'écrire ça. Il avoue dans la foulée avoir tué Caroline. C'est bien moi qui ai tué la fille Nolibé. C'était à la fin du mois de juillet, la veille que je parte en vacances. Il explique que cette jeune fille passait devant sa fenêtre quasiment tous les jours, quelquefois plusieurs fois par jour, qu'elle était toujours très jolie, toujours très apprêtée, que ce soir-là, avant de partir en vacances, il avait décidé de la suivre. Et là, il prend son couteau, son opinel, il part derrière elle. Comme la fille a pris de l'avance, je cours pour me rapprocher d'elle. Il la rattrape. Au départ, je voulais juste lui faire peur. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je l'ai frappée vers le haut du corps. Elle n'est pas tombée. Et elle a le temps de lui dire, et c'est lui qui le révèle, « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Je la poignarde une autre fois vers le ventre, sans voir où je la touche. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Caroline vient d'être frappée en plein cœur. Et on va enfin voir, comprendre la terrible fin, les derniers instants de Caroline. Elle est agressée à 70 mètres de chez elle. Ensuite, il va rentrer chez lui, nettoyer son couteau, et puis se coucher. Il est extrêmement précis, il donne un certain nombre de détails, il ne cache rien. L'homme raconte volontiers ce qu'il a fait. Mais une question demeure. Pourquoi? Quel est le mobile du meurtre de Caroline? C'est l'expertise psychiatrique qui va permettre d'en savoir plus. Et c'est quelqu'un qui parle spontanément donc de l'acte qu'il a avoué avoir commis, à savoir donc j'ai tué une fille. Ce qu'il dit, c'est qu'il a suivi parce qu'il la connaissait de vue
Et donc il l'avait remarqué. Alors, est-il capable de dire s'il avait un désir sexuel ou amoureux? C'est difficile d'obtenir ce propos de lui. Ce qu'il dit, c'est qu'il avoue quand même qu'il avait quelque chose envers cette fille, peut-être du désir. Pour le père de Caroline, les aveux de Philippe Gendouze sont une délivrance. C'est un soulagement. Il a enfin l'assassin de sa fille. C'était la fin de son cauchemar, quoi. On trouvait le vrai coupable, ceux qu'il avait espéré et qui n'espéraient plus. Le 31 mai 2001, Philippe Gendouze est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Mais le 28 septembre, coup de théâtre. Dans le bureau du magistrat instructeur, il revient intégralement sur ses aveux. Êtes-vous oui ou non l'assassin de Caroline Nolibé? Non. Avez-vous inventé les gestes que vous avez faits? Oui. Curieux revirement, alors que Philippe Gendouze a su fournir quantité de détails sur la soirée du crime quelques semaines plus tôt. Une question se pose pour la juge d'instruction. Est-il pénalement responsable? Sa place n'est-elle pas plutôt en hôpital psychiatrique? Une nouvelle expertise est ordonnée. C'est le docteur Fabien Aubat qui examine Philippe Gendouze. Il comprend la gravité évidemment des faits en eux-mêmes. Je lui avais dit, eh bien, d'après vous, pour celui qui aurait commis ce type de fait, quel est le quantum de la peine qui pourrait être retenu? Il m'avait dit 30 ans. Dit, mais si c'était vous qui étiez condamné, il m'avait dit 15 ou 20 ans. Alors, c'est amusant parce que quand je lui dis si c'était vous qui étiez condamné, il ne manifeste pas une grande indignation vis-à-vis de ça, ou de surprise, ou de refus. Selon l'expert psychiatrique, Philippe Gendouze est donc pénalement responsable. Il peut être jugé. Pour les enquêteurs et la juge, plusieurs interrogations demeurent. Pourquoi la piste du CAT n'a-t-elle pas abouti plus tôt? Pourquoi l'ancien directeur a-t-il dit que Philippe Gendouze était absent le soir du meurtre? Entendu sur ce point, Philippe Gendouze fait une révélation fracassante. L'ancien directeur était au courant. Le directeur se dit, si je donne ce nom, je vais avoir des tas d'ennuis. Parce que, bien entendu, on va faire le rapprochement avec les faits précédents, et qui sait, on va me reprocher un défaut de surveillance de mes pensionnaires. Et par lâcheté, ce personnage ne donnera pas le nom. Avec Claude Nolibé, nous déposons une plainte. Une plainte pour recel de malfaiteurs. Malheureusement, la Cour d'appel a considéré que ces faits étaient prescrits. Les poursuites sont abandonnées. L'ancien directeur de l'établissement n'a pas à répondre de ses actes. Le 12 janvier 2004, le procès de Philippe Gendouze s'ouvre devant la cour d'assises d'Agen, à un moment que Claude Nolibé attend depuis 13 ans. Il attend de ce procès une réhabilitation, enfin, enfin on ne pense plus Nolibé est un assassin. Philippe Gendouze fait son entrée dans le box des accusés. C'est pas quelqu'un qui fait peur. C'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est pas quelqu'un qu'on imagine avec un couteau en train de vous poursuivre pour vous assassiner, etc. Au contraire, Philippe Gendouze, je dirais qu'il a presque plutôt l'air sympathique. Il a presque plutôt l'air sympathique et en tout cas, il inspire plus peut-être la pitié que la haine. Pas une fois, Philippe Gendouze ne semble s'inquiéter de l'issue de ce procès. L'homme paraît presque absent des débats. Tout au long de l'audience, on s'aperçoit qu'il n'a pas la lumière à tous les étages. Il n'a pas l'air de jauger la gravité de la chose pour laquelle il est là. Claude Nolibé, lui, veut enfin comprendre pourquoi Caroline a-t-elle été tuée. Il n'y a pas de véritable explication. C'est un crime gratuit, c'est un crime pour rien. Il n'y avait pas de mobile. C'est parce qu'elle est passée là. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Le procès n'apporte aucune réponse au père de Caroline. Mais à la fin des débats, une chose rarissime se produit. Le procureur se lève et s'adresse directement à Claude Nolibé.
présente, au nom de toute la justice, des excuses solennelles, parce qu'à l'évidence, la justice s'est trompée. Je n'ai pas vu en 40 ans de métier un magistrat capable de formuler de cette façon des excuses à propos d'une erreur. À l'issue du procès, Philippe Gendouze est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Caroline Nolibé. À l'énoncé du verdict, il reste impassible. Il réalise pas. Moi, je crois qu'il réalise pas ce qu'il y arrive. Hein. Il comprend pas tout, quoi, là. Pour le père de Caroline, le verdict est une libération. Son cauchemar aura duré 13 ans. Je me rappelle d'avoir vu quelqu'un qui avait un sourire. On vient de soulager d'un poids. Pour Claude Nolibé, ce qui était important, c'est que la culpabilité soit reconnue. Claude Nolibé vit toujours dans la région de Clairac. Aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à surmonter son chagrin. Cette affaire est devenue une sorte de prison dans laquelle il est toujours enfermé aujourd'hui.